Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de A à GN, où encore une fois j'espère que vous allez apprécier la balade puisque on repart sur un autre Diablerie. Donc Diablerie c'est les donjons pour aller vite de Vampire la Mascarade, heureusement il n'y en aura que deux. Toujours fait par Dustin Brother, donc qui sera le futur directeur de StarCraft et de tout l'espèce de groupe jeu Age of Empires et j'en passe des meilleurs, qui encore une fois n'était pas arrivé à son niveau, à son meilleur niveau. Il avait encore une courbe d'apprentissage assez délirante. Donc sans plus attendre, on va se lancer là-dedans. Ça va pas être exceptionnel, mais bon, à cœur vaillant, rien d'impossible. Encore une fois, on a une couverture qui est faite par Dan Gregory, qui lui aussi ira chez Blizzard. Il a, par contre, la colo, ça c'est assez important de le préciser, c'est fait par Cheryl Van Wankelburg, qui est un nom qui évidemment ne vous dira rien, sauf si vous êtes vraiment des experts de comics. C'est une des principales coloristes des années 80-90, notamment chez Vertigo. Elle a fait pas mal de taf sur Sandman. Beaucoup de choses à droite à gauche, mais le rôle du coloriste, surtout dans les comic books américains, est vraiment considéré comme de la merde, on va pas se mentir. Trois quarts des colorations, je suis le premier à le dire, hein. Trois quarts des couleurs dans les comics américains sont dégueulasses, sont fait vite torcher. Il y a quelques personnes que je respecte énormément, notamment je pense à Dave Stewart, qui est un peu le type qui a beaucoup ouvré, notamment avec Mignola, mais il a fait plein de trucs, qui est très très bon. Mais souvent c'est un job qui est fait par-dessus la jambe et j'ai l'impression que en plus, le numérique a fait vraiment des ravages. Je vous encourage, si vous avez l'occasion, regardez par exemple, alors on peut aimer ou pas le comic, c'est pas la question. Regardez un peu les planches originales de The Boys, comparées donc de Garcenis et de son compère, et comparez-les un petit peu à ce que le rendu couleur, c'est absolument incroyable, la perte de volume, enfin, c'est très très moche. C'est extrêmement moche. Il y a plein d'exemples que je pourrais citer, hein, j'en ai pas forcément de tête, mais où la couleur détruit un peu tout. Et c'est un peu une tragédie. Donc en tout cas, là ici, la couverture est vraiment cool. Moi, j'aime beaucoup l'idée de nos vaillants jeunes diableristes qui vont aller se fricoter avec, évidemment, un gros Mathusalem, sinon ce serait pas drôle. On prend un peu les mêmes et on recommence. Il n'y a pas vraiment de personnes nouvelles que vous allez découvrir dans ce bouquin, à l'exception des dessinateurs. On va avoir des dessinateurs qui vont être très importants sur la V2. D'autres moins, et quelque part c'est tant mieux. On notera juste donc des petits trucs rigolos, notamment donc l'ajout d'une dessinatrice, une graphic designer, donc comment on appelle ça, j'ai perdu, donc les gens qui sont en charge des maquettistes, qui est Michel Praller, qui va rester assez longuement chez White Wolf pendant quasiment 5-6 ans, qui va faire les quatrièmes de couverture, essentiellement bosser sur les maquettes des romans, sous l'impulsion, donc le travail de Richard Thomas. Et sinon, donc les dessinateurs, je vais en reparler assez rapidement, vous allez voir un peu pourquoi. Il y a des trucs assez rigolos, donc ils ont lancé un BBS, donc rappelez-vous, si vous n'étiez pas né à l'époque, ce qui est peut-être possible, je sais pas, il y a peut-être pas que des gens qui ont joué à Vampire quand c'est sorti, qui regardent ces vidéos, mais vous êtes peut-être pas sans savoir que avant les forums, avant tout ça, il y avait ce qu'on appelait les BBS, donc c'était les Bulletin Board Systems, si je dis pas de bêtises, donc c'était en fait l'ancêtre des forums, on pouvait aller donc sur des... comme les newsgroups, c'était des espèces de pseudo-forums, mais on parle de l'époque des modems 26K, enfin c'était très compliqué, mais du coup White Wolf a très rapidement lancé un BBS, et ça c'est une grande force de White Wolf, hein, c'est qu'ils ont très rapidement su capter l'intérêt d'Internet. Alors le problème c'est qu'ils sont jamais allés bien loin, au-delà des forums et tout, parce que leur site il n'était pas ouf jusqu'à enfin, en tout cas c'était pas génial, mais ils avaient, en tout cas au début, avec les BBS et les use groups, ils étaient un peu très présents sur tout ce front-là. Et il y a un truc rigolo sur le... Ils disent, si jamais Enfin, en gros, ils ont regardé une émission de télé-réalité qui s'appelle Stories from the Highway Patrol. Donc en gros, c'est comme si en France, on avait, je sais pas moi, enfin, une télé-réalité qui suit des gendarmes sur nos départementales. Et ils disent, si vous êtes le mec qui s'est fait pincer donc de l'État de Virginie, n'hésitez pas à contacter Andrew Greenberg. Donc je pense qu'il y a un truc débile, soit il l'a reconnu, soit il y avait une sorte de truc un peu débile, un peu foufou, une espèce de privé joke. Et c'est un truc qu'on oublie beaucoup, je pense, sur White Wolf à cette époque-là, c'est qu'il faut jamais oublier, c'est que les gens, donc Dustin Brother, hein, j'en reparle plus tard, c'est un type qui est devenu, donc comme je disais, directeur sur StarCraft 2. Donc pour arriver à ce niveau de carrière, vous imaginez qu'il a commencé très jeune, et effectivement la majorité des gens qui sont présents, encore une fois, faut pas oublier, ils ont à peine 20 ans. Ils ont, peut-être les plus vieux, ils ont 25. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on oublie beaucoup sur Vampire la Mascarade, c'est
Et White Wolf, en général, c'est la jeunesse relative, peut-être à l'exception des frères Wick, qui étaient un petit peu plus vieux encore, je suis pas sûr, parce que Stewart Wick, il est mort, il avait 52 ans, en 2012, je crois. Donc c'était cette idée qu'en fait, on est arrivé à un niveau de mythification de Vampire la Mascarade et de White Wolf en général sur leurs excès et, à l'inverse, sur leur grandeur, qui entraîne aujourd'hui une sorte de respect des icônes, pour aller vite, sur la V5. La V5 n'a jamais réussi, même si elle a viré beaucoup de trucs, elle a jamais vraiment réussi à casser au niveau du setting toutes les choses, entre parenthèses, qui fait Vampire. Donc pourquoi on va garder la GN, mais elle va devenir cyclique. Bon, les anarques, ils vont être présents, mais ils vont être beaucoup plus forts, ils vont aller brûler avec eux. La Camarilla, elle est encore plus extrême qu'avant, mais d'un autre côté, ils sont moins puissants. Il y a une seconde inquisition, parce qu'on veut que les vampires redeviennent leur roi personnel, mais on a quand même la Camarilla, le Shreknet, le machin. C'est un cul entre deux chaises qui est très brutal et qui, à mon avis, remonte à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand des gens comme moi ont lu ces bouquins quand ils étaient gamins, ils sont dit, oh, c'est vachement bien et tout, le métaplot, c'est super, les concepts sont géniaux. Et quand après, on leur dit, bah maintenant, c'est à vous les cocos de changer ça, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais table rase, comme avec Requiem? Est-ce que tu gardes tout? Est-ce que tu fais un rebook? Est-ce que tu fais une sorte de... Et ce qu'ils ont fait, à mon avis, pour moi, c'est la pire position possible, c'est qu'ils ont fait un cycle. Ils ont dit, bah en fait, on reprend les mêmes et on recommence, on retire juste les trucs qu'on n'aime pas, avec une justification bidon, comme la disparition des anciens, comme les anarques qui reprennent le pouvoir, comme la seconde inquisition. Et pour moi, ça marche pas. J'en ai déjà parlé, hein, je vais pas m'attarder sur la V5 trop. Et c'est pas, encore une fois, c'est un peu triste, je trouve, que les meilleurs suppléments de Vampire V5 soient écrits par des mecs de Nixpath. Qui sont, en gros, on rappelle, un Nixpath, c'est la structure qui a été créée par Richard Thomas, donc le directeur artistique de White Wolf, pour continuer à faire du vampire, mais aussi donc, du classique, du monde éternel classique, donc la 20e édition notamment, mais aussi les Chroniques des Ténèbres, des choses qui sont plutôt chouettes, quoi. Et maintenant, malheureusement, ils sont un peu coincés, donc ils ont perdu tous les droits. Et ils sont, parce que Paradox a tout rapatrié, et ils veulent même plus entendre parler du Requiem et des Chronicles of Darkness, donc la V2 du monde des Ténèbres. Donc ils sont obligés de faire des trucs un peu différents comme Vileborn. Bon, je trouve ça un peu chagrin. Mais donc, en tout cas, tout ce que je voulais dire, c'est que faut pas oublier que les gens qui écrivent ça étaient très jeunes, et que donc, puisqu'ils étaient jeunes, ils ont fait des trucs très bien, ils ont fait des trucs pas top, mais je vous incite fortement à vous reconsidérer comment est-ce que vous écriviez quand vous avez 20-25 ans, pour des scénarios de jeu de rôle, pour du jeu de rôle, même pour l'écriture, même pour votre boulot. À mon avis, vous avez une perspective très différente de celle que vous avez maintenant, si vous êtes plus âgé, évidemment. Mais en tout cas, ça va pas excuser Diablerie in Britain, parce que c'est quand même vraiment de la merde. Mais on va quand même essayer d'être un peu plus consistant que ça. Donc, premier dessinateur, Drew Tucker. Donc Drew Tucker, c'est essentiellement un mec qui bosse sur des aquarelles, des silhouettes. Des fois, quand il veut vraiment faire du bon boulot, il pousse quasiment à du Lucian Freud. Ça, c'est rare et ça reste pas au niveau Lucian Freud. Qu'un mec qui va être récurrent, qui va surtout faire une grosse marque sur Wraith. Donc, il va avoir ça va être l'un des illustrateurs principaux de Wraith le Néant. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait personnellement. J'aime beaucoup les aplats noirs. J'aime l'aquarelle. C'est un travail qui est très très. Enfin, c'est comment dire, c'est un médium qui est très compliqué à maîtriser, et je trouve que KMG par exemple, qui a fait beaucoup de trucs aussi, se démerde plutôt pas mal. Mais le problème c'est que KMG il fait en couleur, et la couleur, enfin je trouve ça passait pas très bien en ton de gris en général. S'il avait bossé en noir et blanc directement, il aurait peut-être eu un autre aspect. Mais en tout cas, ouais, j'aime beaucoup son taf. Donc on a une petite introduction, comme d'habitude, on dit blablabla, vous inquiétez pas, ah mais vous allez dans un donjon, vous allez bouffer un vampire, mais vous inquiétez pas, avant ça, on va vous filer des billes sur le monde. Et là, on va parler des Justicards, ce qui est assez intéressant, parce que généralement, ouais, du vague souvenir que j'ai de Diablerie Mexico, c'était pas ouf, quoi. Il y avait tout un supplément sur les Diableristes, mais c'était pas génial. Donc là, l'idée, c'est enfin, ce qui a été malin, c'est que Broder, il a dit, bon bah, j'ai déjà parlé des Diableristes, donc je vais parler des gens qui s'opposent aux Diableristes, à savoir les Justicards. Autre dessinateur, désolé, hop là, parce que j'ai pas noté les noms, vous m'en voudrez, c'est Tom Berg. Alors Tom Berg, c'est un type qui va vraiment faire ces espèces de silhouettes, ces visages toujours pris dans l'ombre, avec des aplats, pas mal de picotements qui cachent essentiellement la structure. On peut le reconnaître immédiatement parce qu'il fait toujours les lèvres un peu de la même manière, avec l'ombre qui vient cacher la partie supérieure de la lèvre, et les visages un peu diminués dans les ombres. Tom Berg, des fois c'est bien, des fois c'est dégueulasse, là c'est pas trop mal. C'est quelqu'un qui va être très très récurrent sur sa seconde édition. Il va notamment illustrer quasiment tous les By Night. Donc le Washington DC By Night, Dark Colony,
La Nouvelle-Orléans by Night, j'en passe des meilleurs. Et c'est pas un type, en fait. C'est marrant parce que là, on est en 93, il est illustrateur. Mais c'est un mec qui est très très connu, en fait, aux États-Unis, enfin pour une certaine frange de la population, mais pas pour les illustrations sur papier, mais c'est pour le tatouage. En gros, c'est un tatoueur qui est extrêmement réputé aux États-Unis. Il a notamment fait les tatouages de Prison Break, il a fait les tatouages de Dragon Rouge, et il est souvent appelé par Hollywood en fait pour faire des tatouages. Donc c'est complètement dingue. J'ai découvert ça, j'ai halluciné. Les tatouages, alors bon, j'étais vite fait sur son site, il y a des trucs, bon les tatouages, je suis pas très tatouage dans le sens, c'est pas contre les tatouages que j'en ai, il y en a qui sont très beaux, mais disons qu'une affiche, je peux la retirer de mon mur et je peux la changer, le tatouage c'est plus compliqué sur ma peau. Et par contre, il y a des illustrations, il y a des peintures qu'il a fait, et c'est horrible quoi. Je crois que le premier truc qu'il vend sur son site, c'est une sorte de squelette et tout dans un marécage façon faucheuse, et t'as des mecs en dessous, des âmes damnées qui arrachent leur tête avec des masques. C'est comme c'est marqué sur le site, oui, Tom Berg est spécialisé dans les imageries gothiques et sombres. Tu te dis, ouais, ok, je vois que ça change pas trop en 30 ans. Donc, nos amis Justica. Rappelons-nous, le mouvement anarque l'Inquisition provoque le mouvement anarque, les mouvements anarques détruisent et bouffent tous les vampires anciens de l'Europe, et donc on met en place, pour lutter contre ce mouvement anarque, il y a une sorte de collaboration qui se fait entre 7 personnes, qu'on appelle les fondateurs, qui sont des vampires assez balèzes, qui se prénomment, enfin qu'on appellera les fondateurs, mais qui se préfèrent se prénommer les Justicards, de fait. Les Justicards, leur mission, c'est pas tellement à l'époque de contrer les diableristes, même si ça se fait naturellement, mais c'est d'enrayer les massacres que font les anarques contre les anciens. Et donc la diablerie vient de fait, puisqu'en fait, généralement, les anarques, quand ils ont trouvé un ancien, ils le bouffent. Voir Tyler, j'en passe des meilleurs, et des fois, ils ont même réussi à bouffer l'antédiluvien. Donc ces Justicards opèrent, en fait, que c'est une coterie, hein, tout bêtement, qui opère avec des types comme Raphaël de Corazon, je crois que c'est Bates, Bates pour les Malkaviens, Hardestadt pour les Ventrus. Et à un moment, ces types-là, c'est Camilla Barnes, pardon, c'est la Nosferatu. Et à un moment, ces types-là disent, bon bah ok, maintenant qu'on a un peu contré la vague, Raphaël de Corazon suggère de faire un meeting, et c'est la fameuse c'est la fameuse création de la Camarilla qui aboutira à la Convention des Épines, et donc au fait que les anarques vont se ranger dans le rang, et la création du sabbat. Les Justicards donc vont abandonner leur titre pour donner leur nom pour nommer d'autres Justicards plutôt qu'eux, et eux vont devenir le cercle intérieur pendant un certain temps. Officiellement, ils sont plus membres du cercle intérieur, donc on rappelle, hein, le cercle intérieur, c'est la plus haute autorité qui existe au sein de la Camarilla. Il y en a un par clan, c'est logique. C'est l'équivalent du régent pour le sabbat, pour aller vite. Le truc, c'est que le cercle intérieur ne se réunit que tous les 13 ans. C'est vraiment plus l'autorité exécutive de la Camarilla. Donc c'est eux qui font les édits, c'est eux qui font les changements par rapport aux traditions. C'est eux qui peuvent faire et défaire les princes de la Camarilla. Mais leur identité est inconnue. Donc en gros, c'est des gens qui se cachent exactement comme l'inconnu. Donc techniquement, on ne sait même pas dans le métaplot qui fait partie du cercle intérieur. C'est uniquement dans le jeu de cartes Jihad, donc Eternal Struggle, qu'on saura leur nom. C'est pas hyper intéressant. Ce qui est beaucoup plus important, c'est que tous les 13 ans, ils nomment les Justicards. Les Justicards, donc il y en a aussi un par clan, sont en gros l'équivalent du pouvoir législatif des vampires de la Camarilla. En gros, ils ont le droit de vie et de mort sur tous les vampires, et ils agissent directement les intérêts du cercle intérieur. Leur job principal, hérité donc de la coterie des fondateurs, c'est de trouver les diableristes et les détruire. Évidemment, ils sont que 7, vous allez me dire. Donc, ils sont super balèzes, ils sont méga gros mais ils sont que 7, et le monde est assez vaste. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont tout un réseau d'espions, d'assistants qui s'appellent les Archons. Les Archons sont, pour aller très vite, pour donner une image, si les Justicards sont les préfets, pour aller vite, on peut estimer que les Archons sont des commissaires qui sont des espèces de commissaires itinérants qui passent dans les différentes régions et différentes villes. L'Archon agit toujours en coterie. Généralement, il y a des coteries d'Archons qui sont avec les Justicards, mais pas tout le temps. Et ils ont plein de tâches à remplir, mais essentiellement, c'est les yeux et les oreilles des Justicards. Et eux aussi peuvent dire, attention, arrêtez vos conneries, parce que sinon, le Justicard va venir. Parce que, encore une fois, même si les Archons sont nombreux, ils ne sont pas infinis.
Et donc, le meilleur espoir du justicard d'être sûr qu'il n'y aura pas de diableriste, bah, c'est de prévenir avant que le crime se fasse. Donc faire suffisamment peur aux vampires qui voudraient être diableristes en étant cruels et monstrueux pour qu'ils ne fassent pas de diablerie. Donc on arrive à l'espèce d'idée qu'il vaut mieux être craint qu'aimé, ce qui fait que la majorité des justicards, quand ils chopent un diableriste, ils se contentent pas de le tuer, mais ils mettent en place tout un spectacle absolument horrible qui terrifie tellement les gens et tellement ceux qui assistent à ce spectacle que ça leur passe toute envie d'aller croquer l'ancien qui traîne dans la rue d'à côté. Sauf que, évidemment, vous vous doutez bien que les justicards, comment dire, humainement, c'est pas des Gandhi, hein. Eux, ils cherchent pas Golconde, hein, clairement. C'est vraiment l'espèce de... C'est les brutes, c'est des espèces de monstres, en fait, tous autant qu'ils sont là pour pulvériser tous les vampires qui sont autour. Donc il y a 3 catégories de justicards pour aller très vite. Donc comme je dis, les justicards, ils ont tout pouvoir, ils peuvent organiser des grandes assemblées. Il y a aussi 2 rituels qui existent, qui sont antinomiques. La cape de sang qui est un truc hyper cruel, en fait, où vous tuez des humains innocents et vous pouvez cacher les marques de diablerie, parce qu'on rappelle, hein, la diablerie, c'est des marques noires sur votre aura, donc il suffit que le toréador du coin il arrive, il fasse coucou au specs, et il voit que vous avez des marques noires, et donc ça craint. Sachant que souvent, le truc qui est hyper pervers, c'est qu'on peut avoir des diableristes dans sa ville, le prince peut savoir qu'il est diableriste, les primogènes peuvent savoir qu'il est diableriste, mais ils diront rien, sachant qu'ils peuvent le voir hein, physiquement avec le specs, mais ils diront rien parce que l'autre perspective, c'est que si on révèle le diableriste, qui sinon est un mec assez cool, pour une raison X ou Y qu'on apprécie, si quelqu'un le dénonce, ça veut dire que l'Archon va l'entendre, donc il va ramener le justicard et tout le monde va mourir. Parce que le justicard va pas se contenter juste de torturer de manière atroce le diableriste. Il va aller choper tous ses potes, il va aller choper ses enfants, il va aller choper ses contacts, il va aller choper son primogène, il va aller choper le prince, et vous pouvez être sûr qu'à la fin, partout où les justicards passent, il n'y a pas qu'une seule tête qui saute. Il y en a 5. Et donc parce qu'il faut entretenir le mythe de la terreur et le truc absolument horrible. Et de l'autre côté, l'autre rituel, c'est donc Vision Véritable, qui est... en gros, c'est un rituel qui permet de voir l'aura des gens. Il existe aussi en tant que vertu. Donc voilà, on a vraiment ces justicards qui sont comme Clint Eastwood dans Pendant haut et court, qui arrivent et qui passent leur temps à massacrer tout le monde de manière assez radicale, parce que c'est le seul moyen qu'ils ont d'être sûrs que les gens penseront à 2 fois avant de croquer leurs voisins. Donc on vous donne, ça c'est un peu le truc cliché, on vous donne en fait un justicard au hasard créé avec sa troupe d'archons. Et le truc c'est que ça a été vraiment créé un peu à l'arrache, hein, ça sent, mais ce personnage va devenir assez important dans l'univers de Vampire la Mascarade. On a donc un nouveau dessinateur, qui n'est pas mon préféré clairement, qui est Craig Maher, donc, qui est un type justement qui fait vraiment une espèce de... quasiment je vais pas dire du clip art, ce serait méchant, mais qui fait un style Linkler quasiment sur la gravure, qui a un style un peu naïf et enfantin. Il va pas mal évoluer. Moi j'avoue que j'étais voir sur son site, alors son dessin a complètement évolué, mais je le trouve pas ouf. Hein. C'est pas que c'est de l'IA, mais c'est un peu ce dessin fantasy générique avec des volumes extrêmement importants, des couleurs qui pètent pas mal. Je préfère 1000 fois le type qui fait des aquarelles que je trouvais bien, enfin Tom Burke je crois, qui avait vraiment un côté beaucoup plus intéressant. Donc on a une description de la justicarde actuelle des toréadors qui est Madame Gill. Madame Gill était une paysanne du fin fond durant le Moyen-Âge, enfin début de la Renaissance, qui s'est fait choper et bouffer par le baron Volgir. Le baron Volgir était un baron, comme son nom l'indique, était un sociopathe, de son vivant, et surtout quand il est mort, ça devient encore pire, qui s'amusait à torturer les gens de droite et gauche. Il a notamment torturé l'amant humain qui s'appelait Luc, parce qu'évidemment c'est des Français, donc l'amant de Madame Gill qui s'appelait Luc, oh non, a disparu, a été torturé et dévoré, enfin c'est ce qu'elle pense. Évidemment, Volgir en a profité pour la croquer et la transformer en vampire, la réduisant en espèce d'esclavage. Elle en a conservé une haine des nobles, évidemment, et des anciens, ce qui fait qu'un jour, elle a réussi à retrouver Luc, donc, qui n'était pas mort, évidemment, mais qui a rejoint les anarches, donc c'était cool. Et Madame Gill a passé son temps, en fait, ayant échappé au contrôle de baron Volgir, d'aller massacrer à tout va avec la révolution anarque. Sauf que, en fait, ironiquement, elle est restée auprès des humains jusqu'à pousser sur la Révolution française pour justement botter les fesses de François Villon, tous ses petits potes, et de la Camarilla. Hélas, pas de bol, hein, ce qui s'est passé c'est que Madame Gill s'est fait pincer, et donc elle a dû créer une goule qui s'appelait Madame Gill pour qu'elle se fasse décapiter à sa place. Et au fur et à mesure, donc Madame Gill qui arrivait à échapper au justicard jusqu'ici,
à continuer en fait sans faire exprès. Ça, c'est évidemment la grande tristesse de Vampire. Une fille qui détestait les anciens et qui détestait les nobles est devenue, par essence, par son âge en fait, simplement, puisqu'elle a été étreinte au XVIe siècle, devient une sorte de figure des anarques, mais surtout une figure de la Camarilla, parce qu'elle commence à acquérir du statut, elle fait plein de choses pour aider l'humanité, et donc même, donc ironiquement, elle devient, qu'elle le veuille ou non, un allié, et on peut supposer qu'il l'a fait en sous-main, évidemment, que François Villon a un peu manipulé le jeu derrière pour qu'elle soit remise dans le sein des saints et avec ce niveau de la Camarilla, ce qui fait que Madame Guild est devenue, qu'elle le veuille ou pas, une ancienne. Et donc elle est devenue la chose qu'elle déteste par-dessus tout, complètement folle, et le truc c'est que son humanité a fondu comme neige au soleil, jusqu'à ce qu'elle finisse par devenir poussée par François Villon, qui la voulait très très loin hors de France en fait. Elle a rejoint elle est devenue la justicière en fait, du clan Toréador, parce que ça lui permettait aussi d'assouvir son besoin de sang et son but de massacrer tout le monde, enfin de buter des anciens quelque part, parce que généralement les diableries sont pas non plus, enfin sont pas tout jeunes, et donc c'était avec un immense plaisir qu'elle pouvait s'acquitter de sa tâche. Madame Gill, comme vous le voyez, a 2 d'humanité, donc vous savez que ça va très mal se finir, et vous avez bien raison. Elle, on la reverra. On la reverra par beaucoup d'aspects. Elle reverra Luc, évidemment. On aura une espèce de Roméo-Juliette chez les psychopathes qui va se faire. Mais voilà, c'est vraiment un exemple des justicards. Donc, grosso modo, pour aller très vite, il y a 3 catégories de profils chez les justicards. Il y a les psychopathes, comme Madame Gill, qui ont une humanité très très basse et qui sont là pour massacrer les gens. Il y a les fondamentalistes, qui sont des gars qui croient à 200% à la Camarilla, qui sont sûrs que la Camarilla a raison et que de toute façon les justiciars c'est trop cool. Donc plus tard on verra, il y a notamment Lucinde, qui est un peu de qui est la ventrue. Et il y a les jeunes. Les jeunes qui ne sont pas encore ni des psychopathes ni des fondamentalistes, qui sont clairement pas au niveau. Et généralement, soit ils se font dézinguer, soit ils arrivent à acquérir un talent pour se débrouiller. C'est l'équivalent, c'est notamment d'Isagreb, donc qui sera le justicard, qui est un imposteur en fait, qui est le justicard Trémer, et Cock Robin, donc le rouge-gorge, je crois en français, qui sera le nouveau qui va remplacer Petrodone, qu'on a déjà vu dans le supplément Anarque, qui sont très très jeunes en fait, et qui sont un peu arrivés comme ça parce qu'ils étaient des archons qui étaient très très proches de leur justicard, et donc et ils sont un peu dans une position qui est très très compliquée parce qu'il faut qu'ils fassent leur marque au milieu du cercle intérieur qui en a rien à foutre et qui dans 13 ans, s'ils n'ont pas de résultat, les changera de poste, face aux autres justicards qui les considèrent comme des nazes et des petits nouveaux, face à des princes qui les détestent et qui vont faire tout ce qu'ils peuvent pour les empêcher de venir pourrir dans leur ville, et face surtout aussi à tous leurs ennemis, parce que quand on est justicard, on a beaucoup d'ennemis, et pas que des diableristes, parce que le sabbat se fera un plaisir évidemment de dégommer les justicards, parce qu'en face c'est leur pire ennemi. Donc voilà, vous comprenez que justicard c'est pas vraiment un métier de tourpeau, et évidemment ça va sans dire, mais ça n'a aucun sens pour vous de jouer un justicard, c'est débile. En fait le justicard, vraiment le principe du jeu en fait, tel qu'ils l'ont énoncé dans ce supplément, c'est que le justicard, c'est le PNJ, c'est le quest giver en fait, c'est le PNJ qui s'occupe de vous, et vous, si ça vous intéresse, vous jouez des archontes. C'est une théorie qui va être relancée avec les Templiers aussi dans le Sabbat. On va en reparler, il y aura un très bon supplément qui s'appelle Archonte et Templiers qui partira en Revise, qui est un très très bon supplément qui explique un peu tout ça. Et en 5e édition aussi, ils ont décrété que Volgir en fait c'était un anti-tribu qui a créé sa propre lignée de toréadors anti-tribu cachés. Enfin non, je te dis conneries, ça vient de la version live, donc la version GN de Vampire, qui s'appelle le Minds and Theater, où en gros on vous dit que c'est des toréadors qui sont des serial killers et qui font de la vicissitude. Ils ont de la vicissitude à bas niveau, et je crois qu'elle a pas ça encore. Non, elle a Serpentis, donc c'est déjà pas mal. Et l'idée c'était que donc ces gars-là étaient les fervents étaient à 100% de la Camarilla. Par contre, quand ils rentraient chez eux, il y avait des cadavres partout dans leur havre, c'était un monstre, c'était une horreur. Ils sont barrés de la... Donc évidemment, ils sont partis au sabbat, et après, ils sont venus dans le Saint-Giron des toréadors classiques. C'est une théorie qui est poussée beaucoup dans... Donc techniquement, en fait, Madame Gill est une antitribu... Enfin, par rétro-continuité, c'est une antitribu toréador. Plus d'infos, si vous lisez dans le supplément qui s'appelle Shattered Facade, je crois. Enfin, les visages arrachés, visages brisés, qui est une succession de... C'est un bouquin, c'est un supplément de la V5 qui traite des lignées caca, pour aller vite. Donc c'est les lignées caca, c'est les Baali, c'est les Volgir, c'est je sais pas quoi, je l'ai pas lu, hein, donc je peux pas vous en dire plus, mais vraiment, rien que le principe du bouquin, rien que la couverture du bouquin où c'est un visage de chair arraché, comme espèce de Joker là, de Scott Snyder, j'ai fait ouais non c'est bon merci, mais non merci.
Donc autour d'elle, elle a évidemment toute une clique de gens qui bossent pour elle. Elle va avoir un garde du corps qui est évidemment un guerrier prussien étreint il y a 2 siècles. On va avoir une Assamite qui n'est pas conforme au clan, qui est une espionne, donc en fait elle va être balancée dans le scénario pour espionner les joueurs, et une autre coterie dont on va reparler. Un espion qui a été envoyé par un adversaire de Madame Gill pour espionner en fait, enfin pour espionner Justicia, une espèce de troll, un troll voûté qui s'appelle Pierre Guédou, évidemment qui est français, qui est une goule en fait, qui est la goule de Madame Gill. Et à côté, ouais, quand je vous disais que le tatoueur des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, c'est pas tout le temps ouf, et on vous donne en fait des billes pour jouer des Justicars, mais bon, encore une fois, l'idée c'est vraiment de jouer les archontes, parce que le Justicar... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, les archontes sont liés par le sang au Justicar, sinon on s'en sort pas évidemment. Mais voilà, on vous dit que vous pouvez les parachuter un peu où vous voulez, vous trouvez une ville, vous trouvez un diableriste, et puis on voiture Simone, on est parti. Ah, ensuite on arrive à l'histoire. Très belle illustration, encore une fois. Tiamat. Donc, comme vous le savez, dans Vampire, généralement, tous les noms de divinités assyriennes, mésopotamiennes, babyloniennes sont en fait des vampires qui dominaient à l'époque les cités en utilisant tous leurs pouvoirs. C'était bien avant la Camarilla, c'était bien avant les âges sombres. Et Tiamat ne fait pas exception. Donc, l'idée, c'est qu'il y a très longtemps, dans la cité de Ur, préhistorique, il y avait une jeune fille, dans une cité sumérienne, il y avait une jeune fille qui avait un don pour la magie. Elle a été recrutée par une sorcière. La sorcière lui a dit « Non, tu n'as pas le niveau pour apprendre des sortilèges ». Donc évidemment, très frustrée, cette jeune fille qui allait devenir Tiamat a dit « Je t'emmerde ». Elle a assassiné la vieille, évidemment. Et elle a décidé de faire route vers une autre ville où elle aurait pu gagner la puissance et être importante. Elle se lie d'amitié avec un prêtre qui s'appelle Arakour, qui lui enseigne en fait plus sur sa grande ziggourate, sur la magie et la puissance. Évidemment, Arakour est un 4e génération, qui va discuter avec elle et qui finalement lui donne tout ce qu'elle veut, à savoir le pouvoir absolu. Donc elle le transforme, il la transforme en vampire, et félicitations, la jeune fille rejoint les rangs des Ventrus. Arrivent des bastons, patati patata, et finalement il y a un guerrier adverse qui s'appelle Hurlon Duruk, qui arrive et qui commence à dégommer tout le monde. Et à ce moment-là, le groupe près, donc Arakour, dit « Oh non, c'est fini, tout est foutu ». Ils étaient assez chill à l'époque, les Ventrus, ils disent « Bon, bah tant pis, je vais mourir, c'est pas très grave ». Évidemment, la jeune fille dit « Non, c'est pas possible, c'est n'importe quoi, ça se passera pas comme ça ». Donc la jeune fille qui allait devenir Tiamat, qui s'appelle Lantla, décide d'invoquer un démon. Et si vous connaissez un peu le monde des ténèbres et que vous savez à quel point ils adorent l'Ancien Testament, la Bible, et généralement toute la mythologie, où je vais aller en enfer pour ça, mais toute la mythologie, disons, chrétienne, vous savez que les démons, c'est jamais bon signe. Donc en fait, elle invoque un démon qui s'appelle Dragonskir, et Dragonskir demande « Oh Dragonskir, puissant démon, est-ce que tu peux botter le cul des méchants assassins, enfin des méchants seigneurs de guerre qui arrivent pour détruire ma cité ?» Ce à quoi Dragonskir dit « Pas de souci, il n'y a aucun problème, laisse-moi faire, tout ce dont j'ai besoin, c'est du contrôle de ton corps. » Donc il se met à contrôler son corps, et il invoque une puissante épée qui s'appelle l'épée de Ur. Non, l'épée de Nul, pardon. Donc elle n'est pas nulle, mais c'est une épée, voilà, bref, laissez tomber. Qui est extrêmement puissante, et en utilisant le corps de la jeune fille, Dragonskir commence à défoncer tout le monde, et c'est super. Sauf que, à la fin, Dragonskir dit « Ok, le deal est fait, maintenant t'es gentil, tu me laisses partir. » Et c'est là où, réalisant la terreur de relâcher un démon sur le monde, Lantla a quand même des remords, waouh, après coup, et décide de laisser le dragon, enfin le monstre, le démon, emprisonné dans son corps. Et elle jette l'épée, qui est la seule manière de libérer le corps, elle jette l'épée dans l'océan, en bord de Méditerranée. Évidemment, qu'est-ce qui se passe ensuite? Il se passe une bataille sans merci pendant des siècles pour le contrôle du corps de celle qui est devenue Tiamat. Comme attendu, Lantla Dragonskir se balade notamment pour arriver en ancienne Babylone, et c'est là où elle prend le surnom de Tiamat et devient une espèce de divinité pleine de sang, monstrueuse, qui va provoquer les chutes notamment de différentes dynasties, de différentes civilisations, donc les Assyriens, j'en passe et des meilleurs. Ça se finit quand même, enfin, elle prend un gros camouflet quand les Romains arrivent, concrètement, parce que à ce moment-là, elle est plus la seule dans le game, on va dire, et les Romains sont beaucoup plus organisés. Déjà, ça commence avec Alexandre le Grand, puis après, c'est un peu écrasé par les Romains. C'est là où, en fait, c'est assez marrant, ça c'est un truc qui est
un peu balayé, donc on ne parle pas du tout, encore une fois, de la dichotomie entre Carthage et Rome, mais sur ce qui se passe après, à savoir qu'en fait, pour se venger des camouflages faits par les Romains, d'avoir réduit à néant la civilisation qu'elle dominait, elle décide en fait de prendre différentes apparences, donc Tiamat, se déguise, enfin Tiamat slash Dragonskir, c'est surtout c'est Dragonskir hein, qui a essentiellement le pouvoir, pardon, Dragonskir, et il va mettre en place notamment donc, Caligula, c'est pas Néron qui a brûlé Rome en fait, c'est Tiamat, enfin bref, vous en passez des meilleurs. Et comme pas mal de ventrus romains, décidément c'est un hobby, elle décide d'aller en Angleterre. Et en Angleterre, elle va dans le pays de Galles, dans l'Écosse, elle égorge quelques types, elle dit bon maintenant c'est moi votre dieu, construisez-moi une tombe, et avec des pièges évidemment, je m'enterre dedans et on n'en parle plus. Et donc, vous avez cette jeune fille qui lutte contre le contrôle d'un démon, qui a décidé de s'endormir pour éviter que le démon se réveille et bouffe tout le monde. Et l'histoire devrait s'arrêter là, mais évidemment, vous avez compris, c'est pas le cas. Donc, on a une quatrième génération, tant qu'à faire, hein, parce que elle a bouffé son cire. On a une quatrième génération qui est très 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 ancienne, qui est très 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 grobile, qui a des stats de porc, sachant que c'est des stats en torpeur. Donc on rappelle, hein, quand vous êtes en torpeur, vous êtes plus faible quand vous sortez à votre pleine puissance, mais c'est quand même déjà pas déconnant. On notera notamment qu'elle a de la thaumaturgie, bah ouais, tant qu'à faire. Donc on rappelle, la thaumaturgie censée être inventée par les... censée être inventée par les Trémères, mais ça existe depuis tout temps. Des 6, des 7 en stats. Je sais même pas, bon, 6 en fortitude, ça va, elle peut prendre quelques coups aggravés. Donc voilà, vous avez compris, c'est une créature qui est méga balèze, hyper grobile, et si jamais vous la réveillez, elle arrive et elle vous fout des coups de griffe sur la tronche. Donc, évidemment, le mal nous appelle, donc l'épée maudite va ressortir, elle va être achetée tour à tour par différents antiquaires, remis dans des temples, j'en passe des meilleurs, pour tomber dans les mains de nos amis les Trémères. Les Trémérés se disant « Wow, dis donc, ça craint du boudin », décident de faire comme ils font partout autour d'eux, c'est juste de prendre l'artefact, de le mettre dans une pièce, à Vienne, clic-clac, sous cloche, on n'en parle plus. Mais c'est là où il y a un larbin un peu kéké, alors je ne sais pas comment il a fait pour faire son histoire, il y a un malcave qui s'appelle Antoine le Fou, qui dit hop là, bah tiens, moi je vais la récupérer parce que cette épée, elle a l'air extrêmement puissante, et j'ai entendu parler d'une histoire que l'épée était liée à un vieux vampire qui dort sous cloche. En gros, c'est des visions qui sont envoyées par Dragonskir, parce que Dragonskir possède une partie de son âme dans l'épée, et l'épée parle un peu, c'est un peu comme Mornblade, quoi, enfin comme Stormbringer. Donc il prend l'épée, il arrive à fuir, évidemment les Trémères font la gueule, donc il lui envoie des gens pour le détruire. Il retrouve son ancienne coterie à Londres et il dit « Ah, c'est bon, il faut impérativement qu'on aille trouver ce vampire pour le bouffer. » Il se fait tuer, les Trémères sont en chasse, Madame Gill et ses archons sont en chasse, et les PJ arrivent. Donc bon, voilà, l'idée, elle est débile, c'est que vous allez trouver l'épée. En fait, vous allez rencontrer Antoine qui va vous donner l'épée. Antoine va se faire tuer par l'épée avant, donc c'est vraiment comme Stormbringer. Vous vous retrouvez à Londres en opération, bon bah qu'est-ce qu'on fait maintenant? L'idée c'est qu'il faut impérativement, pour une raison X ou Y, vous avez envie de diableriser Tiamat, bonne chance. Donc, déjà vous arrivez en Angleterre, vous devez vous présenter à Londres devant Anne Bolesley, donc la prince, pardon, c'est pas la princesse, Lady, donc la Lady de Londres, qui a 3 chances sur 4 de vous envoyer chier. Alors le texte est génial, parce qu'en plus à chaque fois on vous dit, voilà ce qui se passe. Si, par exemple, imaginons, les amis d'Antoine, donc la coterie d'Antoine, veut récupérer l'épée. S'il venait à échouer, et il le devrait, donc en fait c'est linéaire, quoi. Il y a un truc, vous devez avoir l'épée, et vous devez pouvoir vous rendre dans le théâtre en Écosse. C'est vraiment pas du grand art, c'est pas du grand spectacle. Évidemment, donc il y a l'espion, il y a le prince, le machin, et il y a Godsam, donc on va en reparler, qui est un enfant que Tiamat a créé au début des invasions barbares, qui est un esclave de Tiamat, et qui, quand elle est tombée en torpeur, s'est libéré, et lui veut impérativement qu'elle soit détruite. Il a un peu plus d'informations que vous sur tout le barouf, donc il y a Antoine qui est le type qui va mourir. Les différentes personnes qui sont présentes, en fait, vous avez un mec du sabbat qui est réformé du sabbat, un assassin assamite, parce que c'est toujours bien, mais qui est pas le bon assamite, en gros, donc il est parti pour faire un peu sa vie. Un toréador, bref, toréador, une pyromane malcave, et un trémère qui lui est en chasse, qui a été envoyé qui est un débile, en fait, qui est manipulé
par la Chantry, donc la fondation de Prague, pour récupérer l'épée, en fait, sachant qu'il est envoyé à sa mort, parce qu'il pourra quasiment rien faire, mais il est persuadé de son bon sens. Et enfin, donc, Godstam, qui est l'archétype, c'est un archétype aussi qui est très récurrent dans Vampire la Mascarade et V1, V2, c'est le fameux guerrier viking / teuton qui a été transformé en vampire très très longtemps, qui est un grand guerrier et qui est fatigué de son combat. Et c'est un truc qu'on a déjà vu dans Cleveland, dans la Milwaukee by Night, qu'on verra encore dans Vancouver by Night. C'est vraiment un cliché qu'ils adorent. Alors que c'est marrant parce que après dans Dark Knight, dans la version L'Âge des Ténèbres, l'essentiel des barbares sont des gangrels. Donc bref, passons. En fait, il est votre seul allié. Il a un spiel aussi qu'on verra, qui est une tactique utilisée dans pas mal de PNJ, notamment dans DC by Night, c'est qu'il se fait passer pour fou. Il se fait passer pour un malcavien complètement fou, pour rester en fait peinard dans les rues de Londres, et dès qu'il ira voir les joueurs, il leur sortira le grand jeu en disant attention, cette épée est extrêmement dangereuse, mais il faut impérativement que vous détruisiez mon cire, elle est planquée là-bas, et voilà. Mais il est assez cool, hein, en fait. Bon, il a des stades de porc, hein. Il a été embrassé, non, je dis des bêtises, il s'est transformé en vampire juste après Jésus-Christ, donc il est quand même bien balèze, mais il est plutôt cool. Et donc, le moment que vous attendiez tous, The Barrow, donc le tertre, quoi, pour aller vite, c'est horrible, c'est vraiment... Donc, vous arrivez en Écosse, vous avez toute la clique à vos fesses, donc la coterie d'Antoine, vous avez éventuellement peut-être Madame Gill et tous ses petits potes, et vous arrivez devant un tertre qui est un magnifique donjon avec... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise donc vous arrivez, il y a une entrée, dans l'entrée après il y a un passage avec des pieux qui sont lancés, puis vous avez un piège primitif de napalm, après vous avez un loup magique, vous avez des scies, comme dans Prince of Persia, vous avez un puits de soleil, donc si vous êtes de jour, il y a le soleil qui arrive, vous êtes cramé, et enfin vous avez la salle du faux trésor, qui est un grand classique. Mais si vous passez au-delà de la salle du grand trésor, vous arrivez dans le domaine de Dragonskir, puisque Dragonskir est tellement puissant qu'il a créé une sorte de pseudo-cathédrale de chair magique qui n'existe pas, avec des illusions, qui est entièrement composée à la Clive Barker. En gros, vous rentrez dans des trous de balles, vous rentrez dans des colons, enfin c'est extrêmement classieux. Et il y a des pièges débiles à chaque fois. Donc là, on est encore sur la partie classique, avec le loup, le machin, les scies, le puits de feu, enfin bref, c'est n'importe quoi. Et après, vous avez le domaine du démon, où là, vous les couloirs même, vous avez des illusions, vous avez des enchantements, parce qu'il est obsédé par la trahison, puisqu'il a eu le sentiment de... je trouve ça assez culotté de la part d'un démon de se sentir trahi, mais il s'est senti trahi par Tiamat, et donc toutes les émanations, vous voyez, toutes les illusions, par exemple, il y a des fantômes des damnés, où vous voyez... par exemple, vous voyez Socrate qui se fait arracher la langue parce que une fois en fait Socrate a fait son petit malin, il a déjoué le sophisme démoniaque de Dragonskir à Athènes, et ça a trigger le démon, il n'a pas eu de trigger warning, le pauvre, il a été traumatisé. Donc et on remarque que pour une fois, c'est pas la vraie foi qu'il utilisait pour bouler les démons. Donc il y a ça, on voit Néron, vous voyez tous les éléments du passé de Tiamat qui ressortent. Bon, vous pouvez les tuer, mais en fait ils n'ont pas de sang. Il y a des bouches, alors c'est dégueulasse, il y a une pièce où c'est des cadavres empilés, il faut passer entre les cadavres. Il y a une vision de l'enfer où il y a des gens qui sont assis dans une fontaine de sang et vous dites « Ah, c'est génial, on va pouvoir boire gratuitement », sauf que quand vous buvez le sang, vous prenez feu. Il y a un test de patience. Non, il y a un test de patience où il y a un assassin. En gros, il y a un assassin invisible dans la pièce qui va vous buter un par un, à moins que vous fassiez attention au marché et vous preniez votre temps. Il y a des gargouilles, qui ne sont pas les gargouilles vampiriques, mais juste des gargouilles classiques en pierre. La chambre des hurlements silencieux, c'est là où il y a le mec invisible. Il y a un portail du futur qui vous montre potentiellement que, oh mon Dieu, vous allez vous trahir les uns les autres. Il y a un des joueurs qui va trahir les autres. Enfin, c'est abscon, quoi. Enfin, je sais pas quoi vous dire à ce niveau-là. Et puis bon, tant qu'à faire, le dernier passage, il y a une grande flamme noire qui peut tout brûler quand vous passez. Et donc évidemment, il faut réussir votre jet de courage, sinon vous ne pouvez pas aller jusqu'à la ziggourate. Et enfin, donc, ils sont quand même forts, hein, les... Enfin non, remarque, c'est peut-être le démon qui a créé ça, parce que j'allais dire, est-ce que les Pictes ont eu l'intelligence de créer une ziggourate? Je pense pas. Donc vous arrivez dans la ziggourate, où Tiamat est en train de dormir. Quand vous arrivez, évidemment, l'épée s'active, Tiamat se réveille, parce que oui, il y a un... Il y a un système de fontaine automatique de projection de sang dans le sarcophage qui s'active automatiquement quand que vous arrivez dans la pièce, comme ça Tiamat elle sort, elle est en mode combat. Et l'idée, bonne idée, je ne vais pas jusque là quand même, c'est qu'en fait chaque tour,
Il y a un jet de volonté qui est fait entre Dragonskier et Tiamat pour savoir qui a le contrôle. Donc ça vous permet de gagner un petit peu de temps pour lui mettre l'épée dans la tronche. Sachant que, donc évidemment, si l'épée... Après, c'est entièrement à vous de déterminer comment ça se passe. Mais le scénario officiel, c'est que si vous utilisez l'épée pour tuer Tiamat, le démon arrive à se barrer et il est déchaîné sur le monde entier. Vous pouvez être sympa et juste dire qu'en fait, en lui coupant la tête avec l'épée, le démon est détruit, c'est vous qui voyez. Heureusement, ils sont quand même assez cool, puisque même si vous avez, je rappelle, hein, vous avez détruit un vampire qui a 3 millénaires d'existence, donc normalement il tombe automatiquement en poussière, le corps reste stable pendant un petit moment pour que vous puissiez le bouffer, faire le rituel de la rose amère et donc partager la diablerie entre vos petits copains et vous. Bah voilà, c'était cool, hein. Donc on a une sorte de note aussi, c'est un peu bizarre, un appendice sur le... En gros, c'est un teaser sur le livre de Nod, qui est un bouquin de supplément. Donc on rappelle, hein, le livre de Nod, c'est la Bible vampirique qui raconte l'exil de Cain sur la terre du Nod, l'histoire des antédiluviens, et la GN qui va arriver. Et donc ça, c'est un morceau, c'est un bouquin qui est censé venir du fin fond de l'Allemagne, qui offre des éléments, donc Das Buch von Grabkrieg, qui donne un tout petit extrait en fait, du Nod et surtout de la GN qui va arriver. Et c'est assez marrant. Ce qui est vraiment intéressant, bon, le constat, c'est assez simple, hein, c'est toujours pareil, c'est les antédiluviens vont se lever et vont bouffer tout le monde, mais il y a deux trucs que je trouvais intéressants. Tout ça, vous le retrouvez dans le livre du Nod. Les deux choses que je trouvais intéressantes, c'est que, un, ça parle de siège, d'âge. Donc en gros, on vous dit, le premier âge, c'était K1, le second âge, c'est la seconde cité, le troisième âge, c'est la seconde cité, donc celle des antédiluviens. Quatrième âge, c'est quatrième, cinquième âge, c'est donc l'âge des ténèbres, c'est la Renaissance, la Camarilla. Le sixième âge, donc c'est l'âge qu'on vit actuellement, en fait, qui est le moment où il y a le sang clair, on arrive sur la 15e génération, et les vieux vampires vont se réveiller. Et le septième âge, c'est le moment, c'est un âge qui dure qu'une seule nuit, où les antédiluviens arrivent et bouffent tout le monde. Et c'est marrant pour deux trucs, c'est que donc le principe des âges, c'est quelque chose qui va être prépondérant et hyper important pour Vampire d'Orient. Donc on rappelle, dans Vampire d'Orient, il n'y a que 6 âges par contre. Et le sixième âge, c'est le moment où les Yama King, donc les seigneurs infernaux, reviennent pour tout détruire. Donc il y a un âge de différence. Et l'autre truc que j'ai trouvé pas mal, c'est qu'à la fin, on vous dit... Donc le dernier âge, pardon, c'est pas une nuit, le dernier âge du monde ne durera qu'une seule année. Les anciens, les antédiluviens, s'éveilleront et boiront le sang de leurs enfants pour gagner de la force. Cette force, parce que la force des humains ne pourra plus étancher leur soif. Et seul le sang des vampires pourra survivre dans leurs veines et leur permettre de monter en puissance. Envigoré, je crois que ça dit en français, non, je dis des bêtises. Renforcés par ce sang, les vampires se battront les uns des autres jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un seul qui reste, et ainsi, tous les vampires seront détruits cette année, à l'exception d'un seul. Et ça, je peux mettre ma main au feu, et j'ai pas de résistance au feu. Je mets ma main au feu que c'est en fait des notes qui ont été prises dès le début par Mike Reinhagen et les mecs et les Greenberg et Wick quand ils ont conçu l'idée de la GN et de la fin de Vampire. Parce que c'est un écho immédiat à GN, le bouquin, donc quand je l'ai lu, où on vous dit en substance, mon pitch pour la GN, c'est il reste un seul vampire. On en reparlera, mais... Et je suis sûr que ça, justement, ce tout petit paragraphe, en fait, va être utilisé, exploité et rehaussé. Donc il y aura plein de trucs à la con, hein, vous inquiétez pas, ça reste Vampire. Mais il va être fondamental pour la conception de GN sur des concepts, notamment le concept fondamental de Vampire la Mascarade, qui est le withering, donc le flétrissement, l'affaiblissement du sang, en fait, le sang devient plus clair, et c'est là où les vieux vont commencer à bouffer les jeunes, parce qu'en fait leur pouvoir ne marche plus. Donc ils sont obligés de croquer les autres vampires pour récupérer leur pouvoir. En fait, ils font exactement ce que font les antédiluviens, mais à un niveau plus bas, sous peine de perdre leur pouvoir. Et le fait qu'il reste qu'un seul vampire, c'est dans le pitch original. Et le pitch original, c'est il y a un vampire, enfin, il y a un vampire, enfin il y a un type, il est assis à un bar à New York, il est en train d'écouter du jazz, il a un verre de whisky qu'il n'entame pas. Il est perdu dans ses pensées, et autour de lui, il y a les humains qui sont présents, et il est le dernier vampire qui existe sur Terre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et ça, c'est fondamental. En fait, c'est vraiment le truc qui, à mon avis, marche dans la GN. Bah, déjà, j'aime beaucoup le concept. Je trouve que c'est très très belle comme vignette. Mais le concept essentiel de la GN, en tout cas, à mon avis, tel qu'elle a été pensée, parce que GN, le supplément, vous offrira plusieurs types de GN, dont la vôtre,
c'est l'idée que c'est un cycle. Et que Cain est un idiot, égocentrique et imbu de lui-même, qui a refusé à tout moment la rédemption qui lui était offerte, puisqu'on reste dans une espèce d'idée très Nouveau Testament, en fait, parce que le pardon est toujours à portée de voix, alors que lui reste dans une espèce de typologie Ancien Testament, où de toute façon, Dieu était un Dieu punitif, alors que c'est pas ça, en fait. C'est juste que Cain n'a jamais voulu accepter la rédemption qui lui était ouverte. Il l'a jamais demandé. Il a jamais fait d'excuses, il a jamais essayé d'être pardonné, parce que justement, il a un ego extrêmement important. Et c'est de cet ego, en fait, que naît toute l'horreur du truc. Et l'idée, c'est que s'il ne reste qu'un vampire, est-ce que ce vampire sera un nouveau Cain, ou est-ce qu'au contraire, c'est un vampire qui cherchera le pardon? Donc c'est vraiment une très belle idée, je trouve. C'est vraiment une très belle idée qui est assez simple, en fait, à comprendre, hein, l'idée du cycle, qui marche parfaitement, mais qui, malheureusement, dans l'exécution, ça va être cauchemardesque, quoi. Ça va être cauchemardesque. Et on aura l'occasion d'en reparler dans un an quand on abordera GN. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Vous avez les cartes. Oh, on a un teasing. Alors ça, c'est assez rigolo parce qu'on a un teasing sur Mage juste avant, en disant Mage arrive en 93 et le 4e jeu du Monde des Ténèbres arrive en 94 dans l'été. Donc tous les étés, en fait, ils sortent un nouveau jeu. Parce que dans les crédits du début, je ne sais pas si vous avez vu, dans les remerciements, il y avait marqué merci à machin pour avoir fait le Black Furies Sourcebook, donc Tribebook, donc en gros le supplément pour les clans, enfin pour une des tribus de Loup-Garou l'Apocalypse, ce qui veut dire qu'ils sont vraiment sur un rythme de parution complètement dingue, faut se rendre compte, hein. Parce que là, ça fait que 2 ans que Vampire existe, hein, quand il y a ça. Donc ouais, Race va arriver l'année prochaine. Il n'y a aucun élément qui est vraiment donné dessus, c'est juste le 4e jeu du monde du système du storyteller, donc qui est le système classique de Vampire, qui sera un très très beau jeu, hein, qui est vraiment, si vous avez l'occasion, je vous conseille même pas d'y jouer, hein, c'est pas ça, mais c'est vraiment un jeu qui c'est un jeu qui était trop généreux. En fait. C'est un jeu qui était vraiment trop généreux, beaucoup trop généreux, qui allait dans tous les sens, mais où on sentait que vraiment il y avait un concept qui était très très beau, vraiment qui est tout bête, hein, qui est juste le fantôme doit, pour transcender dans une existence autre, doit détacher les liens qui l'unissent au monde, doit détacher les liens qui l'unissent à son propre inconscient, à son propre maléfice, doit à sa part d'ombre évidemment, doit s'abstraire des jeux de pouvoir qui existent dans l'espèce de société temporaire des fantômes. Mais c'est un jeu qui était trop généreux, il y avait trop de choses, c'est évident en fait il n'y a pas un jeu, il y a 3 jeux dans Race. Et c'est pas comme Vampire, où Vampire, clairement, pour moi, Vampire, c'est un seul jeu, mais qui a été très mal exécuté sur pas mal de trucs, sur l'horreur personnelle, dans un monde de prédateurs. Loup-Garou, c'est un jeu qui est on ne peut plus clair, et à mon avis, c'est pour ça que Apocalypse, le supplément, est absolument génial, c'est que Loup-Garou, ils ont un concept qui est exécuté brillamment, qu'on peut ou pas aimer, hein, c'est pas le problème, mais je peux pas nier que Loup-Garou, c'est le jeu le plus carré qui existe du Storyteller System, alors que Race, en fait, Race, il explose sous son propre poids. Et c'est dommage, quoi. Mage, c'est un autre... c'est un peu différent. Mage, c'est si vous aimez la magie, c'est absolument génial, il y a plein de questions à se poser. Mais le concept est aussi, en l'essence, c'est assez simple, en fait. Vous vous battez pour le contrôle de la réalité. Par contre, le contrôle, il est compliqué, et la magie, c'est à se taper la tête contre les murs des fois, avec les royaumes d'horizon, les machins. En fait, la complexité de Mage vient pas juste du système ou du concept, mais de, une fois qu'on a parlé de magicien, le monde nous est ouvert, les mondes nous sont ouverts, les sphères nous sont ouvertes, et là, on peut faire 10 000 suppléments, et ça peut partir dans tous les sens, quoi. Bref, et les petits cartons, si vous voulez payer en Mastercard ou en Visa pour être abonné au magazine White Wolf. Je sais pas quand est-ce qu'il s'est arrêté d'ailleurs, ça serait marrant. Et voilà, on a fait le tour, donc 10 $, hein, c'est pas cher payé pour un supplément aussi génial. Je l'ai pas payé 10 $, hein, je l'ai payé 15 $. Non, je l'ai payé 12 €, je crois. Chez nos amis de Noble Game Nights, rappelez-vous, si vous avez besoin d'acheter des bouquins, que vous n'arrivez pas à les trouver où que ce soit, Noble Game Nights, c'est toujours ouvert. Par contre, les prix, ça dépend. Hein. Il y a des trucs que j'ai payé que dalle, d'autres trucs j'ai tapé la tête contre les murs tellement c'était cher. Et je vous parle même pas des frais de port parce que c'est aux États-Unis, donc c'est rock'n'roll. En tout cas, voilà, c'était Bloody Hearts, donc cœur sanglant. Diablerie Britain, donc la diablerie en Grande-Bretagne. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!